Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le carnet de notes du mois de mai. Un mois de mai où généralement les Belges ne brillent pas trop puisque beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui jouent habituellement sur le circuit ITF, eh bien ils jouent les interclubs en Belgique ou dans les pays frontaliers. Mais malgré tout, cette année, le mois de mai a été un très bon cru. Notamment, vous le savez certainement tous, je vais en parler longuement, les performances de David Goffin, mais il y a aussi eu 6 titres, et il ne faut pas oublier évidemment le retour de Steve Darcy à un meilleur niveau. Chez les filles par contre ça a été un petit peu moins bien, c'est vrai. Et donc David Goffin, qui était un petit peu passé à côté de son mois d'avril, tout est relatif évidemment, c'est surtout si on compare avec les deux demi-finales en Masters 1000 qu'il avait fait à Indian Wells et à Miami. Ben, le voilà de nouveau à son meilleur niveau. Très rapidement, il a trouvé de ses marques sur terre battue. Alors il a encore eu un petit couac contre le français Lucas Pouille à Madrid, mais dès Rome, comme l'année passée, il s'est qualifié pour les quarts de finale de ce Masters 1000, en écrasant même Thomas Berdych. Et puis, évidemment, à Roland-Garros, tout le monde a suivi son parcours, superbe parcours, avec de très belles victoires, notamment contre Almagro, Gulbis, et cette défaite, malheureusement, en quart de finale contre Pouille, contre Thiem. Et voilà, tout le monde a vu ce match, beaucoup de monde a vu ce match. On est un petit peu déçu de la fin de cette rencontre parce que vraiment il y avait moyen, quand on l'a vu dans les deux premiers sets et même jusqu'au milieu du troisième set, il avait vraiment les moyens de battre Thiem et on aurait bien voulu le voir contre Djokovic en demi-finale. Également, cette défaite en quart de finale l'empêche de rentrer tout de suite dans le top 10. Mais bon, on a vu vraiment ses qualités, son niveau actuel. Ça n'est que partie remise, ça va arriver dans les semaines ou les mois qui arrivent certainement. Steve Darcy, le Phoenix Steve Darcy, a de nouveau réussi son retour. Il était absent depuis mi-février et directement dès le tournoi de Bordeaux, le Challenger de Bordeaux, il s'est hissé en quart de finale et il n'a perdu qu'au tie-break du dernier set contre l'américain Fratangelo qui est 116e mondial. Ensuite il a pris la route des qualifications de Roland Garros, un tournoi où il s'est imposé sans problème. Les trois matchs de qualification il les a remportés assez facilement et il a également franchi le premier tour du tableau final. Après, contre Djokovic, évidemment, c'était un niveau trop élevé, mais dans le premier set, il a fait quand même illusion, et il aurait même pu peut-être le décrocher s'il avait un petit peu mieux servi. De toute façon, en règle générale, il vaut largement mieux que sa 150e place actuelle, et il va repartir maintenant dans le circuit Challenger pour essayer de rapidement retrouver sa place dans le top 100. Les soucis de Germain Gigounon, l'année dernière et même jusque cet hiver, sont vraiment désormais derrière lui. Il avait déjà remporté un futur en Hongrie à la fin du mois d'avril. Normalement, il aurait dû rentrer chez lui, mais il a décidé, vu cette victoire, de rester là-bas. Et malheureusement, pour cette troisième semaine qu'il devait passer en Hongrie, il ne s'était pas inscrit. Il a donc dû passer par les qualifications. Les qualifications qu'il a dû jouer en parallèle avec la finale du tournoi précédent. Et ça ne l'a pas empêché de faire un parcours vraiment remarquable et de remporter donc dans la ville de Szeged un deuxième tournoi consécutif, notamment en écrasant en demi-finale l'ancien top 100 Dancevic. Après un détour par le Challenger de Mestre où il s'est arrêté au dernier tour des qualifications, il a pris la route de la Bulgarie, notamment dans la ville de Rouch où il a été remporté son 12e titre futur, là aussi sans perdre un set et en battant l'ex-top 50 Ramirez Hidalgo en demi-finale. Germain a terminé cette série par encore une finale à Stara Zagora, toujours en Bulgarie, et là évidemment un petit peu fatigué, il n'a pas réussi à aller au bout, mais ça reste évidemment un mois assez exceptionnel pour Germain. Clément Gaines monte progressivement en puissance en cette année 2016, alors durant l'hiver ça s'est pas trop bien passé, mais déjà au mois d'avril il avait atteint 2 demi-finales. Ici au mois de mai, il est parti en République tchèque et il a atteint 2 finales à Most et à Prague. Et la première semaine, il avait même battu la tête de série numéro 2 du tournoi en demi-finale. Toujours pas de titre donc cette année pour Clément alors qu'il en avait remporté 2 l'année dernière. Mais sa montée en puissance arrive vraiment au bon moment puisque maintenant il va partir sur la tournée du circuit belge, du circuit futur belge tout l'été. Et on espère évidemment qu'il va y briller. Pour Chris Seyman, c'était plutôt difficile de faire mieux que le mois passé puisqu'il avait remporté un tournoi et atteint une autre finale. Eh bien il l'a fait puisque toujours à Antalya qui est quasiment désormais sa seconde résidence, il a remporté les 2 tournois qu'il a disputés. Alors
Le mois passé, il avait battu un top 500. Ce mois-ci, il en a quand même battu 3. Et il fait une progression énorme au classement puisque le voilà maintenant 329e mondial. Sander Gillet a également remporté 2 titres ce mois-ci. À Tcherkassy, donc en Ukraine. Alors, il a remporté le double, ça on était quand même bien habitué de sa part. Mais il s'est également imposé en simple et il signe là son tout premier titre en simple professionnel. Donc vraiment bravo à Sander. Par la suite, il a perdu au deuxième tour la semaine suivante, toujours en Ukraine. Et également au premier tour, aux 25 000 $ de Bacău. Mais ça n'est pas très grave et ça n'enlève rien en tout cas à cette très belle performance. Enfin, Victor Poncelet a très bien joué au Portugal, tout d'abord à Caldas da Rainha où il avait reçu une invitation et où il ne s'est arrêté qu'en quart de finale. C'est son tout premier quart de finale en tournoi futur. Par la suite il est parti à Setúbal et à Lisbonne où là il a dû passer par les qualifications. Chaque fois il est sorti des qualifications et a franchi un tour dans le grand tableau. Donc en tout ça lui fait 10 matchs remportés et surtout 4 points grappillés, ce qui double son capital et ce qui confirme vraiment un début de carrière très prometteur pour Victor. Yannick Reuter a également remporté pas mal de matchs ce mois-ci. À Aix-en-Provence tout d'abord, il disputait les qualifications, il en est sorti avant d'échouer contre Carlos Berlocq dans le tableau final. Ensuite il a pris la route de Heilbronn en Allemagne, où là il a été battu au dernier tour des qualifications, mais repêché, il a poursuivi son parcours jusqu'en quart de finale. C'était que la 6e fois qu'il atteignait ce stade dans un challenger, donc pas mal du tout. D'autant que sur sa route, il a battu Dustin Brown, le fantasque joueur d'origine jamaïcaine. Dustin Brown qui est 115e mondial, c'est quand même la deuxième meilleure perf de la carrière de Yannick. En fin de mois, il a encore franchi un tour au challenger de Mestre, puis est parti à Bacău pour un futur de 25 000 $ où il ne s'est arrêté qu'en quart de finale. À Mestre, Yannick s'est arrêté seulement face à un certain Joris Delors. Joris, par la suite, a été jusqu'en demi-finale et ne s'est arrêté que face au top 100 Zeballos. C'est en plus seulement la deuxième demi-finale de Joris depuis le début de sa carrière dans un challenger, donc bravo là aussi. La semaine suivante, à Vicenza, toujours en challenger, Joris a cette fois été battu au premier tour, mais vraiment de justesse face à un ancien top 100, je vous en reparlerai dans quelques minutes. Le mois de mai a été tout en contraste pour Julien Canigna. À l'euphorie de la victoire dans un futur à Bastad, sa première victoire depuis il était passé, a succédé directement une défaite d'entrée la semaine suivante, toujours à Bastad, par un joueur qui l'avait déjà bien embêté en demi-finale la semaine précédente. Julien Dubail s'est arrêté en demi-finale et en 3-7 face à la tête de série numéro 1 au tournoi de Lisbonne. La semaine suivante, il a traversé toute la Méditerranée dans le sens de la longueur pour aller disputer à Tel Aviv un nouveau futur où là aussi il s'est arrêté en demi-finale. Si Julien a parcouru pas mal de kilomètres, que dire de Michael Geerts qui est carrément parti en Chine, d'abord à Wuhan pour 10 000 $ où il a été jusqu'en demi-finale, puis la semaine suivante, toujours à Wuhan, il a également atteint les demi-finales, mais cette fois-ci c'était à 25 000 $. La dernière semaine en Chine, à Luan, cette fois-ci, il a encore franchi un tour dans un 25 000 $. 3 filles ont réussi des résultats un petit peu au-dessus de leur moyenne ce mois-ci. Tout d'abord Ellen Skolsen, qui avait pourtant pas trop bien débuté puisqu'elle avait échoué 2 fois au deuxième tour dans des 10 000 $ à Sharm el-Sheikh. C'est 2 tournois où elle était tête de série, donc elle aurait dû normalement aller un petit peu plus loin. Par contre, en toute fin de mois, à Chavnos Droj, elle a réussi à atteindre la finale, c'était la toute première finale de Hélène sur le circuit international. Mathilde De Witz a également débuté le mois sur un mode mineur, puisqu'elle a perdu 2 fois au dernier tour des qualifications à Bol. Elle s'est bien reprise par contre en Israël, tout d'abord à Tel Aviv, où là aussi elle a été battue au dernier tour des qualifications, mais elle a été repêchée, et elle ne s'est arrêtée qu'en quart de finale, c'est le tout premier quart de finale de sa carrière. Elle a doublé la mise la semaine suivante à Kiryat Shmona, toujours en Israël donc, où elle a en plus battu la tête de série numéro 7 pour atteindre un quart de finale donc. La jeune Margot Bovy rentre pour la première fois dans le classement WTA. Elle s'est montrée de plus en plus solide au fur et à mesure du mois, lors de 3 à 10 000 $ à Hammamet. La première semaine, elle est sortie des qualifications mais a été battue dès le premier tour. La deuxième semaine, elle a franchi un tour de plus. Et la troisième semaine, là elle avait reçu une invitation pour jouer le tableau final et elle ne s'est pas arrêtée avant les quarts de finale. Les résultats d'Arthur de Greve sont un tout petit peu moins bons que ces derniers mois. Bon, il reste très correct quand même. Après, il n'a pas eu non plus énormément de réussite puisque déjà la première semaine,
À Heilbronn, lors des qualifications, il était contraint à l'abandon pour cause de maladie. Il est ensuite parti à Roland-Garros. Là, il a franchi un tour dans la qualification et il ne s'est arrêté que face à Carlos Berlocq, mais il a failli créer l'exploit puisqu'il a perdu 9-7 au dernier set contre un joueur quand même très très expérimenté. Enfin, à Fürth, il est sorti des qualifications et il a perdu de nouveau de manière très serrée que face au 125e mondial. Ruben Beumelmans a réussi un bon match de rentrée à Roland-Garros pour le premier tour des qualifications. Il a battu le jeune espoir brésilien Monteiro, donc pas mal du tout quand même. Malheureusement, ensuite, il a été vraiment dominé par Steve Darcy, mais on s'y attendait un petit peu. En Challenger, il a été battu, par contre, au premier tour face à l'ancien top 50 Golubev à Vicenza. Et puis à Fürth, il a également été battu au premier tour. Là, c'est Monteiro qui a pris sa revanche en 2 tie-breaks. Yannick Mertens n'a lui disputé qu'un seul tournoi. C'était donc les qualifications à Roland-Garros. Il a franchi le premier tour grâce à l'abandon de son adversaire et a ensuite échoué face à l'expérimenté joueur allemand Brands. Tête de série numéro 1 du futur de Caldas da Rainha, Romain Barbosa a eu la malchance de tomber dès le deuxième tour contre l'ancien top 100 Frederico Gil. Il a réussi à prendre sa revanche face au Portugais la semaine suivante à Lisbonne, mais il s'est malheureusement incliné en quart de finale. Joran Wigan s'est arrêté en quart de finale du tournoi de Cherkassy face à son copain Sander Gillet. Tous les deux ensemble ont en plus remporté le tournoi de double, ce qui porte tout de même à 11 leurs titres remportés côte à côte depuis 12 mois. C'est assez exceptionnel. Le mois a plutôt bien débuté pour Stein Meulemans puisqu'il a atteint les quarts de finale à Hammamet et il n'a été battu que par la tête de série numéro 2, donc il n'a rien à se reprocher sur ce tournoi-là. Par contre, par la suite, il a été battu toujours à Hammamet au deuxième et puis au premier tour. Dennis Bogart a disputé les 3 mêmes tournois, mais il a dû passer par les qualifications. La première semaine et la troisième semaine, il est sorti des qualifications et a même franchi un tour dans le tableau final la toute première semaine. Après un mois d'avril très faible, Jelena Wickmayer s'est bien reprise. Alors elle a tout de même encore perdu au premier tour à Madrid et à Rome, mais c'était face à Svitolina 15e mondial et Baczynski 17e mondial, donc pas des défaites humiliantes non plus. Par contre, elle a bien montré son retour à Roland-Garros où elle a d'abord écrasé Dulguerou au premier tour, avant de prendre la mesure de l'ancienne top 10 Makarova au deuxième. Bon, évidemment, face à la future gagnante Muguruza, ça a été un petit peu court pour elle. Isaline Bonaventure s'est montrée plutôt inconstante en ce mois de mai. Elle a disputé 4 tournois, les 50 000 $ de Tunis et de Saint-Gaudens, les qualifications de Roland-Garros et le WTA 125 de Bol. Alors il lui est arrivé de disputer quelques bons matchs, notamment elle a pris la mesure de la 69e mondiale Zhang, ce qui constitue en fait la meilleure perf d'Isaline Bonaventure à ce jour. Malheureusement, elle n'a jamais réussi à remporter 2 matchs d'affilée. Comme l'an dernier, Anne-Sophie Mestak a préféré faire l'impasse sur les qualifs de Roland-Garros et partir au Japon pour disputer d'abord un 75 000 $ sur dur à Gifu, et puis 3 tournois sur gazon, 2 50 000 et un 25 000. Alors bon, comme il y a 12 mois, le début de sa tournée a été assez catastrophique, vu qu'elle a perdu au premier tour les 2 premiers tournois. Après, elle s'est tout de même un tout petit peu rattrapée. Les 2 derniers tournois, elle a atteint une demi-finale et puis une finale. Mais c'était quand même dans le tournoi, le dernier tournoi, le moins coté des 4. Malgré tout, on espère quand même que cette dernière prestation va permettre à Anne-Sophie de retrouver un petit peu confiance en ses moyens parce qu'elle vaut vraiment beaucoup mieux que son classement actuel. Elise Mertens a terminé sa tournée en Amérique par le 75 000 $ d'Indian Harbour Beach. Elle a malheureusement été battue dès son entrée par l'américaine Brady. À Roland-Garros, elle a disputé les qualifications, elle a brillamment atteint le dernier tour, mais elle a malheureusement cédé beaucoup trop vite face à la Roumaine Circea, qui est tout de même une ancienne quart de finaliste du tournoi. Marie Benoît a disputé 3 25 000 $, c'était à Caserta, à Grado et à Odmezo-Vazarelli. Lors du premier et du dernier tournoi, elle a été battue au premier tour, mais à chaque fois en 3-7 face à des joueuses mieux classées. Lors du deuxième tournoi, par contre, elle est sortie des qualifications et a franchi un tour dans le grand tableau en battant la 127e mondiale, ce qui est quand même la meilleure perf de Marie Benoît à ce jour. Malheureusement, elle a perdu au deuxième tour. Elin Boykens n'a disputé qu'un seul tournoi, c'était le 100 000 $ de Marseille, mais elle est sortie des qualifications et
au premier tour du tableau final, pour son tout premier tableau final dans un tournoi de cette importance-là. Elle a offert une belle résistance à la 114e mondiale. Deborah Kers a disputé une bonne demi-finale, c'était à Santa Margherita di Pula, et c'était la deuxième demi-finale en 10 000 $ pour Deborah cette année. Malheureusement, en fin de mois, elle a perdu dès le deuxième tour à Bastad. Britt Gukens est sortie des qualifications du 25 000 $ de la Marsa, mais a été battue dès son entrée dans le tableau final. À Hammamet, elle a deux fois franchi le premier tour du tableau final, dans les 10 000 $ cette fois-ci. Mais la deuxième semaine, elle a réussi tout de même à atteindre la finale en double avec Margot Bovy. Blessée à la cheville, Kimberly Zimmerman a été obligée d'observer une pause de 2 mois. Elle est revenue ici fin mai au tournoi de Varsovie. Après un premier tour rondement mené, elle a malheureusement de nouveau ressenti une douleur à sa cheville et bon, n'a pas vraiment osé forcer pendant son match du deuxième tour qu'elle a perdu. Pas de souci par contre au niveau de sa blessure, c'est le côté rassurant. Dès cette semaine, elle peut reprendre la compétition. Elisa Van Langendonk est sortie 2 fois des qualifications dans les 10 000 $ de bol, et la deuxième semaine, elle a même réussi à franchir le premier tour du tableau final. Malgré leur classement au-delà de la 1000e place mondiale, Victoria Smirnova et Anastasia Smirnova ont décidé de prendre le pari d'aller disputer les qualifications de 50 000 $ à Tunis et à Saint-Gaudens. Alors c'est un pari qui a plutôt été réussi puisque bon, elles ont eu un petit peu de chance au tirage pour tomber au premier tour face à des joueuses locales. Et elles ont à chaque fois remporté leur premier tour dans la qualification. Et bon, comme dans les 50 000 $, les qualifications rapportent des points, ben, elles sont toutes les deux revenues à chaque fois avec 2 points. Kimur Kopejans a perdu d'entrée au Challenger de Aix-en-Provence avant de prendre la route de Roland-Garros où il a été battu au deuxième tour des qualifications par le Roumain Copil. À Vicenza, toujours un Challenger, il a d'abord battu Joris Delors, mais très difficilement au premier tour, avant de perdre au deuxième tour. Et bon, tous ces résultats le font chuter au-delà de la 200e place mondiale, puisqu'il n'a pas défendu les points de sa qualification pour Roland Garros l'an dernier. Nils de Seine est également dans une mauvaise passe, et ce n'est pas son élimination dès le premier tour des qualifications du Challenger d'Aix-en-Provence qui va lui permettre de remonter. De l'autre côté du filet, on retrouvait Maxime Othom qui lui aussi est à la recherche de son meilleur niveau. À Aix-en-Provence, après avoir battu Nils, il a été battu au deuxième tour par le Français Guels. Omar Salman a fait son entrée dans le top 500 le mois dernier à la faveur d'un deuxième titre en futur. Ça s'est beaucoup moins bien passé ce mois-ci puisqu'il a perdu d'entrée à Bastad pour 2 futurs. Il sauve son mois de justesse grâce à une finale en double lors du premier. Alexandre Folli a été battu d'entrée pour son seul tournoi à Lisbonne, c'était contre Romain Barbosa. Mais comme je vous l'ai déjà dit, bon, je n'attribue pas la note minimum pour un seul résultat. La remarque est valable aussi pour Grete Minen, d'autant que la jeune anversoise revient de blessure. Elle était tête de série numéro 2 aux 10 000 $ de bol et elle a été battue dès son entrée en lice. Claire Liebens a franchi un tour dans le 10 000 $ de Bastad et a même atteint les quarts de finale à celui de la Bisbal. Malheureusement pour une fille qui était encore dans le top 300 il y a 15 mois, ça reste pas suffisant pour elle. Catherine Chantraine n'a disputé que le seul tournoi de Hammamet et elle a été battue dès le premier tour par la deuxième tête de série. On pensait qu'Kirsten Flipkens revenue à son meilleur niveau après un très bon début de saison, mais sa tournée sur terre battue est vraiment très mauvaise avec une seule rencontre remportée en 4 tournois. Au mois de mai, elle a disputé 2 matchs et elle a chaque fois été très largement battue. C'était à Strasbourg face à la Française Garcia, où elle n'a remporté que 3 jeux. Et à Roland Garros, c'était pire encore puisqu'elle n'a pris qu'un jeu à Alizé Cornet. Alors bon, les deux Françaises sont plutôt de bonnes joueuses, mais pas non plus intouchables pour Kirsten. Et on espérait vraiment qu'elle puisse faire un petit peu mieux au moins. Bon, visiblement, au niveau du mental, ça bloque et on espère que le gazon va redonner un petit peu le sourire à Kirsten. Traditionnellement, le mois de mai est synonyme d'Astrid Ball pour tous les jeunes joueurs du royaume. Ils étaient 68 cette année, tout tableau confondu, à prendre part à ce tournoi. Malheureusement, comme chaque année, le tableau est vraiment très relevé et c'est toujours très difficile pour les Belges d'y briller. Cette année, 2 joueurs ont quand même réussi à faire une bonne performance. Seppe Kuipers chez les garçons a atteint les quarts de finale et Louise Withoek, c'était plus inattendu, s'est hissé en 8e de finale. Seppe est d'ailleurs notre jeune joueur du mois, puisque outre ce résultat à la Street Ball,
Il a également, en début du mois, toujours dans un grade 1, réussi à atteindre un 8e de finale à Casablanca en simple, et il a également atteint la finale en double. Toujours à Casablanca, mais dans un tournoi moins relevé disputé la semaine suivante, c'était un grade 3. Sophie Geritz est parvenue en quart de finale en simple. Dernier résultat chez les juniors, Zizou Berks est allé remporter un tournoi, mais c'était en double, au grade 2 de Prato. Chez les 14 ans et moins, la meilleure performance, c'est évidemment la finale du numéro 1 belge de la catégorie, Romain Faucon, lors du catégorie 2 de Opalenica en Pologne. Alors il y a eu également 2 tournois de même catégorie qui se sont disputés à Maribor. La première semaine, Raphaël Collignon et Harold Duens ont réussi à se hisser en quart de finale. La deuxième semaine, c'est Tilwit Di Girolami qui a réussi à se mettre en évidence en atteignant la demi-finale. Je rappelle que Tilwit est toujours première année chez les cadettes, donc c'est vraiment une très très belle performance. Voilà, ceci conclut ce carnet de notes du mois de mai. J'espère qu'il vous a plu. A très bientôt.